Alors, depuis quelques années, on voit déferler sur Internet une véritable explosion d'images générées par l'intelligence artificielle. On parle d'œuvres d'art hyper complexes, de scènes qui ont l'air plus vraies que nature, et tout ça créé à partir de quelques mots, d'une simple phrase. C'est comme si ça sortait de nulle part littéralement. Regardez-moi un peu ça. La consigne, c'était une affiche de propagande avec un chat habillé en Napoléon qui tient un fromage. C'est précis, c'est un peu absurde, on est d'accord, et pourtant, le résultat est juste incroyable de détails et de cohérence. L'IA, elle, a tout compris, le style, les personnages et même la petite touche d'ironie. Ou alors, prenez cet exemple. Le modèle, il ne fait pas que coller un béret et un pull sur un chien. Non, il va beaucoup plus loin. Il capte vraiment l'essence d'un style, vous savez, cette esthétique un peu artiste parisien, et il l'applique de façon super crédible. Et pour finir, une scène complètement surréaliste. C'est vraiment là qu'on touche du doigt la puissance créative de ces outils. Ils sont capables de prendre des concepts qui n'ont, mais alors, absolument rien à voir les uns avec les autres, et de les fusionner pour créer quelque chose de totalement inédit. Alors forcément, on se pose la question, comment une machine peut passer de quelques mots à une image aussi riche, aussi détaillée? Ça a l'air magique, hein? Eh bien non, ce n'est pas de la magie. Derrière tout ça, il y a une idée qui est à la fois simple et brillante. Une idée qui repose sur un principe un peu contre-intuitif. Pour apprendre à créer, eh bien, il faut d'abord apprendre à détruire. Oui, le secret de ces modèles, qu'on appelle les modèles de diffusion, c'est exactement ça. Tout repose sur un principe fondamental. L'IA apprend d'abord à détruire une image pour ensuite apprendre à faire tout le chemin inverse. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un processus en deux temps. D'abord, la phase de destruction. Imaginez qu'on prend une image et on y ajoute petit à petit du bruit, comme des grains sur une vieille télé. On en ajoute, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un brouillard statique. Et puis vient la deuxième phase, et c'est là que tout se joue. On entraîne un réseau de neurones à faire exactement le contraire. On lui demande de retirer ce bruit, étape par étape, pour retrouver l'image d'origine. Et à force de s'entraîner des millions et des millions de fois, il devient un véritable expert, au point qu'à la fin, on peut lui donner n'importe quel brouillard de bruit, et il est capable d'y sculpter une image complètement nouvelle. Il faut savoir qu'avant les modèles de diffusion, la technologie star, c'était légal. Mais les modèles de diffusion sont arrivés et ont vraiment changé la donne. D'abord, la qualité des images est bien meilleure, c'est indéniable. Et surtout, ils sont beaucoup plus stables à entraîner. Ils évitent un problème super frustrant des GAN qu'on appelle l'effondrement de mode. En gros, c'est quand le GAN se met à tourner en boucle et à ne produire que quelques types d'images, toujours les mêmes. Un vrai casse-tête que la diffusion résout. Bon, maintenant qu'on a compris le principe de base, voyons un peu les innovations techniques qui ont permis à des géants comme Stable Diffusion ou DALL-E 2 d'exister. Parce que l'idée de départ, même si elle est super élégante, elle se heurtait à un très très gros problème. Et ce problème, c'est tout simplement la taille des images. Imaginez, il faut appliquer ce processus de débruitage sur des millions de pixels, et ce pour des centaines d'étapes. Ça demande une puissance de calcul, mais juste colossale. C'était beaucoup trop lent, beaucoup trop cher pour que ce soit utilisable en pratique. Et la solution, la voici. La diffusion latente. L'idée est géniale. Au lieu de travailler directement sur l'image en haute résolution avec tous ces pixels, on va d'abord la compresser. On en crée une sorte de résumé, une version beaucoup plus petite qu'on appelle l'espace latent. Tout le travail de débruitage se fait dans cet espace super compact, ce qui est infiniment plus rapide. Et une fois que c'est fini, un autre module prend ce résumé et le décode pour recréer l'image finale en haute résolution. Malin, non? Et bien sûr, les choses ne s'arrêtent pas là. Les architectures elles-mêmes continuent de s'améliorer, notamment pour mieux connecter le texte et l'image. C'est ce qu'explique Stability AI par exemple. Leurs innovations permettent à l'information de circuler plus librement entre les deux, ce qui au final améliore la compréhension globale de la demande. Et cette meilleure communication, elle n'est pas tombée du ciel. C'est le résultat d'une évolution clé. On est passé de modèles un peu tout-terrain à des architectures vraiment spécialisées, conçues sur mesure pour gérer à la fois le langage et les images. L'innovation la plus récente et la plus importante, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le Multimodal Diffusion Transformer, ou MMDT pour les intimes. En gros, dans cette nouvelle architecture, le texte et l'image sont traités par des modules séparés, mais qui communiquent constamment. L'avantage, le modèle comprend beaucoup mieux les nuances de la demande textuelle. Et ça se voit sur un point qui a toujours été un cauchemar pour l'IA, écrire du texte correctement à l'intérieur des images. Avec ça, les progrès sont spectaculaires. Mais attention, il ne faut pas croire que cette technologie sert juste à créer de jolies images sur Internet. Non, son impact va bien au-delà et commence déjà à transformer plein d'autres domaines. On parle ici de recherche scientifique, avec la conception de nouvelles protéines ou la découverte de médicaments. On parle de la génération de vidéos photoréalistes, comme avec le fameux Sora d'OpenAI,
On parle de la création d'objets en 3D, de la composition de musique, et dans le monde du jeu vidéo, c'est une révolution pour générer des environnements ou des personnages à une vitesse hallucinante. Et quand on regarde la chronologie, on s'en rend vraiment compte de la vitesse à laquelle tout ça évolue. C'est juste fou. En janvier 2021, OpenAI sortait DALL-E, c'était les débuts. À peine 1 an et demi plus tard, en août 2022, Stable Diffusion arrive en open source et tout le monde s'en empare. Et en février 2024, paf, OpenAI annonce Sora et la génération de vidéos HD. En à peine 3 ans. Le rythme de l'innovation est tout simplement stupéfiant. Forcément, une telle accélération, ça soulève des questions. Des questions fondamentales sur notre rapport à la réalité. On a d'un côté des promesses immenses et de l'autre des risques qu'il ne faut surtout pas ignorer. D'un côté, on a la possibilité pour n'importe qui de créer, d'innover. On a la science qui va plus vite, de nouvelles formes de divertissement qui apparaissent. C'est le côté lumineux. Mais de l'autre côté de la médaille, il y a le risque des deepfakes et de la désinformation de masse. Il y a le problème des biais qui sont dans les données et que l'IA peut amplifier. Et bien sûr, il y a la question de l'impact sur les emplois dans les métiers créatifs. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si une machine est capable de générer une image, une vidéo ou même un son qu'on ne peut plus distinguer du réel, qu'est-ce que le mot réel voudra encore dire demain? La frontière entre ce qui est vrai et ce qui est généré devient de plus en plus floue. Et ça nous oblige à repenser complètement notre rapport à l'information et même à la création elle-même.